comment est-ce qu'on dessine le plan d'une ville. On pourrait penser que c'est une affaire de géomètre, d'architecte, mais parfois c'est bien plus que ça. C'est un vrai choc d'idées. C'est exactement ce qui s'est passé à Dakar, une ville qui a été en fait forgée par deux visions du monde complètement opposées. Alors, ensemble, on va plonger dans cette histoire pour voir comment ce conflit a, oui, littéralement, façonné chaque rue, chaque quartier. Alors voilà, d'un côté, on a ça, le monde lébou. Ce n'est pas juste un groupe de personnes, c'est toute une structure sociale incroyablement complexe, avec des liens à la Terre qui sont profonds, spirituels. Ce schéma donne une petite idée de cette complexité. Et de l'autre côté, bam, le plan colonial. Une grille, rigide, géométrique, presque clinique. C'est une logique d'ordre qui vient s'imposer sur le paysage. On a vraiment deux mondes qui se retrouvent face à face. Et au cœur de cette confrontation, il y a une question. Une question qui paraît toute simple, mais qui est en réalité fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de posséder la Terre? C'est vraiment là que tout se joue. C'est là que le fossé entre les deux mondes est le plus béant. Bon, regardons ça de plus près. Pour les Lébous, la Terre, c'est la vie. C'est une ressource qui appartient à tout le monde, qui se transmet de génération en génération. Elle a une dimension spirituelle, sociale. Les droits, ils ne viennent pas d'un bout de papier. Ils viennent de l'usage. Plusieurs personnes, plusieurs familles peuvent utiliser le même espace. C'est une vision communautaire. Et puis, de l'autre côté, la conception coloniale. Là, on change complètement de logiciel. La terre, c'est un bien économique, un produit. La propriété, elle doit être individuelle, exclusive. Un seul propriétaire, un seul usage. Et surtout, il faut le prouver avec des titres, des actes, et ce qu'ils appellent la mise en valeur. En gros, il faut montrer qu'on l'exploite, qu'elle est rentable. C'est une copie directe du droit qu'on trouvait en France à l'époque. Pour que ce soit un peu plus concret, cette idée de système coutumier, prenons un exemple, le jaraf. C'est un personnage clé, vraiment central. Attention, le jaraf, ce n'est pas un propriétaire comme on l'entend en France. Pas du tout. C'est plutôt un gestionnaire, un arbitre. C'est lui qui attribue les droits d'usage, qui résout les conflits. Son rôle, c'est de maintenir la cohésion sociale, l'harmonie. Il incarne parfaitement cette vision collective de la Terre. Et du coup, comment l'administration coloniale voyait tout ça? Eh bien, pas d'un très bon œil. Pour eux, le droit coutumier, ce n'était même pas un vrai système juridique. C'était un truc figé, passéiste, comme le dit cette citation. Un obstacle, en fait. Un obstacle à la modernité, à leur vision du progrès portée par le droit français. Et c'est ça le point crucial, cette hiérarchie qu'ils imposent d'emblée. D'un côté, le vrai droit, moderne, et de l'autre, une coutume bonne à jeter aux oubliettes. Alors maintenant qu'on a posé les bases de ce conflit d'idées, voyons comment, très concrètement, le droit a été utilisé comme une arme pour redessiner la ville, pour transformer le paysage. Cette chronologie, elle raconte une histoire, celle d'une dépossession méthodique. Tout commence en 1889 avec des cessions forcées. Mais le vrai tournant, le coup de génie juridique, si on peut dire, c'est 1904. Le décret sur les terres vacantes et sans maître. C'est une véritable arme. Pourquoi ? Parce que pour l'administration, une terre gérée collectivement sans titre de propriété individuelle, eh bien c'est une terre sans maître. Donc, l'État peut se l'approprier. Et c'est exactement ce qui va servir de base pour l'expropriation du plateau de Dakar dès 1905. Et pour finir, en 1932, on enfonce le clou. La loi dit clairement que la propriété individuelle prime sur tout le reste. La boucle est bouclée. Et ça, ce ne sont pas que des textes de loi. L'impact a été brutal, concret, physique. Quand on regarde les cartes de l'époque, comme celle-ci, c'est frappant. On voit les villages, les uns après les autres, qui sont déplacés, repoussés. On voit littéralement des communautés entières se faire déraciner de leurs terres ancestrales. C'est toute la géographie humaine de la presqu'île qui est redessinée par la force. Alors, comment on justifiait ça officiellement ? L'argument massu, c'était la santé, l'hygiène. Il y a eu de graves épidémies, de peste, de fièvre jaune, et ça a servi de prétexte parfait. Cette logique hygiéniste, comme on l'appelle, a permis de justifier la ségrégation. On a créé de nouveaux quartiers, comme la fameuse Médina, pour y parquer les populations locales, pour les éloigner du centre-ville, qui devenait le quartier européen. Mais attention, il ne faut pas croire que la communauté lébou a subi tout ça sans réagir. Loin de là, ils n'ont pas été passifs. Alors justement, penchons-nous sur leurs réponses, sur leur forme de résistance. Leur résistance, elle n'a pas pris la forme d'une guerre ouverte. Elle a été plus subtile, plus intelligente et surtout très solidaire. Par exemple, quand le système colonial excluait certaines populations, eh bien les Lébous les accueillaient dans leur propre village. Ils ont aussi créé un marché foncier parallèle, complètement informel, pour continuer à échanger des terres selon leurs propres règles. Ils ignoraient les règlements sur les matériaux de construction. C'était une sorte de désobéissance civile avant l'heure, une manière de maintenir leur mode de vie et leur cohésion face à une pression immense. Et ce conflit, ce choc de vision,
n'est pas juste une histoire du passé. Son héritage est encore bien vivant aujourd'hui et il pèse lourdement sur la Dakar moderne. Voyons un peu comment ça se traduit concrètement. Alors là, on pourrait s'attendre à un retour en arrière après l'indépendance en 1960. Mais non, c'est ça qui est assez marquant. Le nouvel État sénégalais, au lieu de restaurer le système coutumier, va en fait l'abolir officiellement. La loi sur le domaine national de 1964, elle enterre ce qui en restait. En gros, on continue sur la même lancée que l'époque coloniale. Centralisation du pouvoir sur la terre et primauté de la propriété privée. Et pour bien comprendre la pression qu'il y a aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, la croissance explosive de Dakar. Faisons un petit retour en arrière. En 1900, Dakar, c'est à peine 100 000 habitants, une petite ville bien concentrée sur la pointe de la presqu'île. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on fait un bond en avant. On est en 1986. La population a été multipliée par plus de 10. On est à 1,25 million d'habitants. Et là, l'étalement urbain est déjà énorme. La ville commence littéralement à dévorer la presqu'île. Et on continue. 2013, on passe la barre des 3 millions d'habitants. La ville est devenue une nappe urbaine gigantesque. Et là, on comprend bien que dans ce contexte, tous les vieux problèmes de terre, tous les conflits hérités du passé ne disparaissent pas. Au contraire, ils sont amplifiés, exacerbés par cette croissance folle. Et cette pression, on peut la mesurer avec des chiffres qui sont assez parlantes. Tenez, prenez le village historique de Ngor. Aujourd'hui, on y trouve en moyenne 17,3 personnes qui vivent sur une seule concession familiale. 17, c'est juste énorme. Ça donne une idée très concrète de la surdensité, du poids qui pèse sur ces parcelles traditionnelles. Et pour bien mettre ce chiffre en perspective, regardons ce tableau. Le contraste est saisissant. Dans le village historique, on est à 17,3 habitants par concession. Mais juste à côté, dans le quartier pavillonnaire, on tombe à 6,2 ou à 7,3 dans l'extension. Ça illustre parfaitement le problème. Les structures foncières traditionnelles sont aujourd'hui sous une pression démographique qui est juste sans commune mesure avec ce pourquoi elles ont été conçues. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Dakar continue de grandir, c'est un fait. La vraie question, c'est comment ? Est-ce qu'elle peut inventer un futur qui ne soit pas juste une copie d'un modèle importé, mais qui ne soit pas non plus un retour fantasmé vers le passé ? En d'autres termes, est-ce que Dakar peut réussir à construire un avenir qui accepte et qui honore même toutes les couches de son histoire si complexe ? Un avenir où les différentes visions du monde qui l'ont forgé pourraient enfin apprendre à cohabiter.